Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 11 de Koh-Lanta, la revanche des 4 terres. Un épisode qui, d'après ce que j'ai vu des différents commentaires que j'ai eu sur Instagram, sur Twitter et même ailleurs, vous a un petit peu déçu. Pour ne pas dire plus, il y en a beaucoup qui ont été déçus. Moi je suis plus mitigé, on n'a pas eu un grand épisode, mais il y a eu des choses que j'ai aimées dans cet épisode. Il y a des choses que j'ai moins aimées, mais je vais avoir du mal à le juger, cet épisode. Beaucoup de mal à pouvoir en donner mon avis. Parce que je me le suis fait faucher cet épisode. J'en parlais hier en live et on était presque 300 personnes en live une nouvelle fois. Et je vous remercie pour votre immense fidélité pour les lives. Et on en a profité pour parler donc justement un petit peu de l'épisode, et puis on a parlé un petit peu du All-Star. J'ai fait une vidéo sur ce sujet, si vous l'avez pas vue n'hésitez pas à aller la voir, elle est sortie ce lundi, et donc voilà, elle est toujours disponible sur la chaîne si vous voulez avoir quelques petites infos, et je vous préparerai une vidéo spéciale sur mon casting du All-Star, mais seulement à la fin de la saison en cours. Si la vidéo vous plaît, évidemment comme d'habitude, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, et je vous attends en commentaire évidemment pour commenter cette vidéo. Alors, je vais le dire, moi je me suis fait faucher cet épisode. En fait je me suis fait faucher cet épisode parce que je cherchais une info sur l'épisode de Koh-Lanta de ce soir. En fait je cherchais surtout même sur la deuxième partie de soirée sur Koh-Lanta, le secret, sur les secrets de Koh-Lanta, pour savoir en fait quels étaient les invités proposés. Est-ce que c'était des anciens candidats de Koh-Lanta? Alors non, c'était des personnalités de la télévision, bon. Mais moi je me disais tiens ça pourrait être intéressant de savoir qui c'est, est-ce que c'est des anciens candidats, lesquels, et peut-être que si c'est des candidats que j'apprécie beaucoup, j'aurais envie de regarder. Puisque là, j'ai repris le travail et donc je me lève hyper tôt le mercredi matin. J'ai une grosse journée aujourd'hui qui m'attend et donc voilà, je me suis pas senti de forcément le regarder et j'ai préféré aller me coucher. Donc je ne pourrais pas vous parler des secrets de Koh-Lanta cette semaine. Je m'en excuse. Si vous l'avez regardé, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas. Voilà. Honnêtement, vu l'épisode, je me sentais pas vouloir peut-être beaucoup de secrets. Et en plus, alors d'habitude, ça a un intérêt de pouvoir voir les votes des candidats, mais là, vu qu'il y a eu unanimité totale quasiment, les votes étaient, enfin découvrir les votes en tout cas avait beaucoup moins d'intérêt selon moi. Bref, si j'avais eu des doutes, par exemple, j'aurais aimé savoir et regarder. Peut-être qu'il y a eu des punchlines par exemple et que j'ai raté. Voilà. Alors, il y a eu un spoil de 20 minutes. En fait, ils ont sorti leur article, puisque pour information, ils font une interview de l'éliminé, tout comme le fait également, c'est pas Pure Média, c'est Le Parisien qui fait ça aussi. Et ils sortent leur interview immédiatement en fait à la fin du programme, et donc elle est prête dès 23h30, le programme se termine, vous avez l'interview de l'éliminé qui est disponible sur internet. Sachez que y a eu une erreur de programmation. Au début, les gens ont cru que c'était un fake. J'ai senti moi que c'était pas un fake du tout parce que déjà ils l'ont supprimé. Un fake, ça se supprime pas. Et surtout, non, il y avait vraiment écrit dans le titre élimination de Johanna. Une autre remarque, c'est qu'ils ont supprimé l'article. Vous allez me dire comment je suis tombé dessus. Mais en fait, même quand ils ont supprimé l'article, le référencement était tellement fort de 20 minutes que si vous tapiez Koh-Lanta, vous tombiez sur l'article de 20 minutes, en tout cas juste son titre. Et en fait son titre vous spoil comme un goret. Alors je veux bien qu'on me dise que moi je spoil avec mes miniatures, j'ai jamais autant spoilé que ce qu'on a eu là, hein. J'ai jamais autant spoilé que Koh-Lanta eux-mêmes. J'en ai pas parlé dans la review de la semaine dernière, mais j'en ai parlé hier en live. Il y en a beaucoup par exemple qui se sont fait spoiler le retour de Maxime, puisque dans le replay, c'était annoncé dans le titre du replay qu'il y avait le retour d'un ancien candidat. Et je crois que j'en ai pas parlé dans la review précédente. Donc en vrai, voilà, spoil. Bon. Là, je sais déjà ce que je vais mettre en miniature et normalement ça ne devrait pas poser de problème pour l'épisode d'hier soir. C'est dommage parce qu'évidemment je me suis fait faucher, c'est-à-dire que je savais où ça allait amener. Et donc le suspense n'a pas marché sur moi. Alors vous allez me dire, vu qu'il y a unanimité à la fin du vote, enfin à la fin du conseil, en fait peut-être qu'il n'y avait pas de suspense. Et peut-être que de mon point de vue, enfin quasi unanimité, hein, il y a juste Claire qui n'a pas voté Johanna, peut-être que le suspense n'aurait pas marché même si j'avais pas su que c'était Johanna qui s'en allait. Mais je vais pas faire semblant. Je vais faire semblant en fait dans la review de vous dire oh là là, mais je me suis peut-être dit que Johanna allait pas partir. Alors au tout départ de l'épisode, ce qui est marrant, c'est qu'il y a plusieurs autres pistes qui peuvent être explorées, et finalement c'est Johanna qui s'en va. Et donc tout le long, moi je me disais tiens, le nom de Johanna sort pas tout de suite. Et puis dès qu'il commence à sortir, je me dis ah oui, donc c'est bien elle qui va s'en aller. Et c'est vrai que son départ semble inéluctable à partir du moment où elle a commencé à véritablement avoir une action assez offensive qu'elle avait déjà eu les fois précédentes. Et je pense qu'elle a pris trop la confiance, Johanna, on en reparlera tout à l'heure. Et ça lui a coûté cher, comme ça a coûté cher à beaucoup de candidats de Koh-Lanta. Dommage pour ce spoil.
ça gâche le plaisir. Beaucoup ont été spoilés. Hier dans le live justement, il y avait beaucoup qui n'étaient pas spoilés. Et voilà, j'ai essayé vraiment de garantir un espace de commentaires le plus safe possible en répétant plusieurs fois que on n'en parlait pas. Juste, voilà, il existe, certes, voilà, mais n'allez pas sur internet, etc. On a vraiment essayé de garantir au maximum. On a fait de notre mieux sur la chaîne pour pouvoir faire en sorte que vous passiez un bon moment entre nous. Et j'espère que ça a été le cas. Alors, on va rentrer en tout cas dans le vif du sujet, dans le vif de la review, mais forcément voilà, c'est une review qui sera un petit peu différente parce que je vais avoir du mal peut-être à vous dire oh là là, je m'y attendais pas ou des choses comme ça. Bon. Finalement, donc on a Denis qui insiste énormément dans sa présentation de l'épisode sur le fait que Maxime a obtenu sa vengeance avec le départ de Louise, et il réinsiste sur le fait que Gaëlle n'est pas contente de ce qui s'est passé. Elle en veut à Maxime parce que il fait payer à Louise la totalité de ce qui se passe, alors que c'est toute l'équipe qui l'a littéralement jeté sous le train, et que Louise n'est que la dernière personne, mais qu'en réalité toute son équipe l'a jeté sous le train. Et ça, je vous l'avais déjà dit les fois précédentes, j'étais d'accord avec Gaëlle, ça, je maintiens ce qu'elle a dit, et tout ce qu'elle a dit était tout à fait pertinent. Et Maxime va aller un peu dans ce sens-là dans l'épisode, puisque lui-même va dire que sa vengeance n'est pas totalement terminée, qu'il reste d'autres personnes qui justement l'ont abandonné en le jetant sous le train, et que potentiellement ces personnes-là peuvent le payer. On verra si ça sera le cas dans les épisodes suivants. Sur celui-ci, on verra qu'on va partir sur une autre piste. Alors, il y en a une qui jubile dans ce début d'épisode, c'est Johanna. Johanna, elle est trop contente que Louise s'en aille. Mais vraiment, elle est trop contente. Elle est hyper joyeuse. Et elle est contente aussi. En fait, il y a un peu un jeu de je suis content de faire de la strat et de voir l'effet que ça fait chez les gens. Excès de confiance. D'un coup, là, en fait, en gros, elle pense que la stratégie, ça a un côté très fun et elle s'amuse. Et en fait, on voit que là, elle se dit même, je vais tenter des coups juste pour m'amuser, en fait. Juste pour m'amuser, pour le kiff. C'est même pas pour... elle pourrait en fait avoir un jeu moins agressif, là, sur l'épisode qu'on voit ce soir. Rester dans l'alliance dans laquelle elle est. Il n'y a pas urgence, il n'y a pas péril dans la demeure. Les alliances sont pas suffisamment fortes. Oui, ils iront pas de toute façon à 6 jusqu'au bout, etc. Voilà, il faudra faire des modifications, etc. dans les alliances, pas de souci, ou à 5. Mais peut-être que voilà, il y aura les binômes, il y aura plein de trucs. Enfin, il y aura d'autres moments peut-être pour retourner la table. Mais là, elle se dit, je vais retourner une nouvelle fois la table dans cet épisode-là. Et elle le fait gratuitement, c'est-à-dire que c'est vraiment pour le kiff du spectateur. T'as l'impression qu'elle se fait kiffer elle-même en fait. Elle se fait kiffer, elle fait kiffer le spectateur, elle te dit vous allez voir, moi j'aime quand il y a un peu de la peur, quand il y a du stress chez les candidats, etc. etc. Et je pense que là en fait, elle s'est dit je suis là pour m'amuser, alors ce qui est une bonne nouvelle dans l'absolu parce que c'est bien d'avoir des stratèges qui souhaitent s'amuser. Mais pour autant, bah, ça a montré, je trouve, un excès de confiance et aussi un oubli de... n'oublie pas que cette personne, elle doit vouloir gagner à la fin, elle doit vouloir aller au bout. Et le fait de vouloir s'amuser comme ça, etc., ne t'apportera pas ni la sympathie du jury final, ni la sympathie, on va dire, des gens qui sont sur le camp et qui vont aller jusqu'au bout avec toi et qui ne te choisiront peut-être pas sur les poteaux non plus. Donc, ou alors qu'ils te choisiront, mais parce que tu es vraiment tellement détestable qu'on va te choisir. Et donc, bah, le jeu de Johanna est un jeu que je l'ai déjà expliqué ici, mais qui pour moi ne menait qu'à la catastrophe. Et en fait, cet épisode va la mener à la catastrophe. Mais là, je suis peut-être biaisé parce que vu que je sais qu'elle part tout le long du truc, je me disais, tiens, c'est vrai que là, elle fait beaucoup de stratégie, elle est très volontaire sur ce point, et je pense que ça peut lui coûter cher. Spoiler, ça lui a coûté très cher. On découvre, on rappelle que Maxime est très rancunier, que sa vengeance n'est pas finie et qu'il a encore envie de se venger. Franchement, on dirait Arya Stark quand il parle, si vous avez la ref. Louise, elle est accueillie par le jury final qui est composé de Jessica. Vous étiez content de la voir? Vous étiez content de savoir qu'elle est encore là? Elle est là, Jessica. Incroyable. Bonjour Jessica, on est content de te rencontrer. Il y a eu Louise, elle a discuté avec Jessica. Jessica est surprise de voir Louise arriver et qu'elle s'est fait, entre guillemets, retourner par la situation avec le retour de Maxime, etc. etc. Et bref, elle est surprise. Et voilà, il ne va pas se dire grand chose de très intéressant. Sur la question du jury final, alors pour information, il y a eu pas mal de choses qui sont sorties, notamment Adrien qui a fait un TikTok sur internet où il a expliqué que c'était son départ n'était pas de son fait et que c'était vraiment du fait de la production. Donc ça veut dire que l'argument médical semblerait être faux, puisqu'il a dit qu'il était en très bonne santé. Alors, on n'a pas d'infos supplémentaires sur ce point. Alors le fait qu'à mon avis, Adrien sort ces infos-là, ça a été relayé partout, on me l'a envoyé partout, 1 milliard de fois sur Instagram, sur Twitter. J'ai été tagué partout. Alors je sais, je suis une légende, mais quand même, je suis tagué partout. Vraiment, si j'étais pas au courant,
Je suis au courant. Là, même le spoil, hein, on m'a dit, il y a un spoiler et tout. Vraiment, mais on me tag partout, mon nom est posté partout. Et là, je vois le truc, je fais, oh là là, bon, bah évidemment, moi j'étais un immense fan d'Adrien, donc j'étais dégoûté qu'il revienne pas. Donc je me dis, la production, ah, il y a deux options recevables. L'option numéro 1, c'est on veut pas faire revenir Adrien et on veut faire revenir Maxime, obligatoirement. Parce que ça foutra plus le bazar, ça foutra plus le bordel, etc. Et moi, j'ai toujours maintenu que dans Koh Lanta, dans les éliminations, vous savez, dans les abandons médicaux, des fois, ils font un peu traîner la personne, alors qu'on sait très bien qu'elle va, que l'épaule est cassée et qu'elle reviendra pas, pour voir comment le conseil se profile. Si le conseil se profile bien, hop, dans ce cas-là, on peut faire revenir avant, et dans ce cas-là, on sauve une personne qu'on préférait. Ou alors, ah, le conseil, ça va sortir quelqu'un de super, un Théoura qui va sortir trop vite, ça me va pas ça. Et bah hop, on fait revenir Théoura. Voilà, je vous souvenez, il y avait eu des saisons qui étaient comme ça, où il s'était permis ce genre de petits arrangements. Qu'est-ce qui ferait qu'il voudrait plus privilégier Maxime qu'Adrien? Ça, c'est un peu la grande question. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de fans de Maxime, donc peut-être que eux aussi étaient plutôt fans de Maxime. Peut-être que voilà, le côté revanchard, etc. a peut-être joué. Ou alors, il y a une autre raison. Et une raison qu'on n'a pas. Et peut-être, je sais pas, un comportement, je sais pas moi, mauvais à la maison du jury final ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Je peux pas avoir de réponse. En tout cas, ça ne serait pas un problème de santé. Donc cet argument-là, qui a été sorti par Denis, les secrets de Koh Lanta, j'ai envie de dire Denis, bah là il y a un gros secret qu'on n'a pas, hein, donc si je peux me permettre, je sais pas si la dinguerie va sortir, mais en tout cas si elle sort, peut-être qu'il y a une info ou pas, peut-être qu'on n'aura jamais la solution et que cette information va décéder. En tout cas par contre Adrien, en sortant un petit peu du bois de cette manière, on sait que la production aime pas trop qu'on vienne sur leur plate-bande, et donc je pense qu'à mon avis, il met clairement une croix sur un potentiel retour. Peut-être que lui-même d'ailleurs a eu aussi des retours sur le fait que personne ne voudrait qu'il revienne, parce que c'est peut-être, tu vois, ils veulent pas qu'il revienne pour refaire la suite, donc peut-être qu'il imagine aussi qu'il revient pas du tout pour la suite. Et dans ce cas-là, bah, il s'est dit j'ai plus rien à perdre, dans ce cas-là je peux dire véritablement ce qui s'est passé, ou en tout cas rétablir une forme de vérité qui est qu'il n'y avait pas de problème de santé. Bon, en tout cas il n'a pas dit explicitement, peut-être que lui-même n'a pas eu la réponse, ça c'est possible aussi, c'est-à-dire pourquoi ils l'ont éliminé, ou alors il ne nous dit pas tout, parce que c'est vrai que ces réponses sont juste pour dire que ce n'est pas la vérité, mais il ne te dit pas l'autre vérité, il te dit juste la production a pris acte, voilà. Bon, c'est dommage, moi j'aurais aimé le voir revenir, évidemment, vous prêchez un convaincu, mais Maxime est là et maintenant on fait avec. Mais voilà, je sais que ça a fait beaucoup parler, et moi, évidemment, bah, je ne suis pas content parce que je voulais voir revenir Adrien, et j'étais trop content de voir revenir Adrien, et quand j'ai vu que c'était pas lui, j'étais dégoûté. En répétant une nouvelle fois, je vais pas répéter ça toutes les semaines, je n'ai pas de problème avec Maxime, c'est pas parce que je voulais revoir Adrien que je déteste Maxime, il n'y a pas de lien entre les deux, c'est que je préférais Adrien, c'est une préférence, c'est mon droit. Gaëlle va faire quelque chose que nous n'avions pas vu jusqu'à maintenant. Elle va chercher un collier d'immunité individuelle. Donc elle est inquiète. Et quand elle cherche, elle dit « je cherche un collier et surtout je ne cherche pas de nourriture car je n'ai pas envie de ramener de la nourriture pour cette bande de candidats qui ont abandonné Louis sans aucun problème et qui en gros sont juste des faux culs, etc., etc. » Bon, en gros, elle leur en met la pleine tête. Johanna finit par l'entendre, ça. On sait pas comment elle l'entend. Est-ce que c'est Gaëlle qui en a parlé? Parce que ce qui est bizarre, c'est que ce genre de truc, moi je me dis, quel intérêt a Gaëlle, alors qu'elle dit strict, elle dit les gens, j'en ai rien à foutre, je vais pas leur donner à bouffer, etc. Qu'elle nous le dise à nous devant la cam. Un peu le côté rageuse, etc. Et qu'elle se serve de la caméra et du caméraman pour se décharger. Pourquoi pas? Par contre, aller raconter ça au tout venant, je pense que c'est une mauvaise idée. Faut pas raconter ça au tout venant. Et donc là, bah, Johanna finit par savoir ça. Alors comment Johanna a l'info? Est-ce que Johanna est passée là, elle a entendu notre ami Gaëlle parler, elle a fait ah, Gaëlle veut plus nous donner à bouffer. Moi qui me lève toute la nuit pour alimenter le feu, etc. etc. Blablabla. Bla. Bon. Ça, en tout cas, beaucoup, ça a fait parler. Johanna, elle est très en colère et pas contente, évidemment, du jeu de Gaëlle. Mais finalement, bah, Gaëlle, elle nous a dit ça, et en fait, c'est pour ça que je me dis, c'est un peu sous le coup de la colère, du mécontentement, etc. Mais finalement, elle revient avec de la canne à sucre et du manioc. Donc, en plus, c'est pas cohérent avec ce qui se produit, donc Johanna va se retrouver un petit peu conne parce que elle était partie, elle était un peu montée dans les tours, et au final, les faits ne lui donnent pas raison.
C'est pour ça que je pense que Gaëlle, je sais pas qui a donné cette information, si c'est Gaëlle elle-même ou si c'est quelqu'un d'autre, mais en tout cas je pense qu'elle aurait pas dû nous le dire à d'autres gens. Qu'elle le dise à la cam pour nous, pourquoi pas, mais il fallait le dire à personne parce qu'en plus, là elle aurait très bien pu rager et puis arriver devant le plan de canne à sucre et dire bon bah j'en ai trouvé, écoutez, bah, je le ramène, on a faim, on va le ramener, c'est pas grave. Et voilà, voilà, et elle en fait pas toute une histoire non plus, et elle le ramène, et il n'y a pas de débat. Mais c'est vrai que Johanna va pas revenir sur sa position, on va pas le revoir ça. Elle va dire ah bah au final je me suis trompé. Non, ça Johanna, ça n'existe pas dans son discours, dans son vocabulaire, et je pense que c'est voilà, quelque chose qui était dommage. Et alors là je lui ai fait une remarque, ils ont fait une journée de tournage pour rien. Pas d'épreuve, rien. Alors, il y a des fois des journées de tournage pour rien, vous savez, des journées où il n'y a pas d'épreuve. Mais ce sont des journées, moi je trouve qu'il faut mieux les positionner, vous savez, avant le conseil. Pourquoi? Bah parce que ça laisse du temps peut-être à des personnes qui sont en danger et qui se sentent véritablement en danger, parce que là tu vois le précipice se produire, ou en tout cas se rapprocher d'aller chercher un collier d'immunité individuelle, ou potentiellement de renverser des alliances, ou faire d'autres choses, peu importe. Là, à ce moment-là précis, t'es pas suffisamment avancé dans les alliances ou dans peut-être des stratégies qui vont mener à l'élimination, tu sais même pas qu'il y a eu le totem, tu sais même pas, enfin voilà, il y a encore des choses qui sont encore un peu floues. Je trouve que c'est une journée un peu perdue pour moi. Je trouve que là, en termes de tournage, je trouve que c'est une journée qui n'a servi strictement à rien. Alors même si je vous ai parlé quand même de certaines des séquences qui sont là, clairement, je trouve que pour démarrer cet épisode, pour moi, ça a été plutôt une mauvaise décision. Et c'est peut-être ça aussi qui a donné cette impression que l'épisode n'était pas super bon. C'est qu'aussi le dynamisme que donne aussi l'épisode quand tu démarres assez rapidement et qui partent vite pour une épreuve de confort, là, bah c'est là tu vois la moto là elle a du mal à démarrer, tu vois elle cale, elle fait hey, qu'est-ce qui se passe Maxime, t'essaies de démarrer? Bah oui j'essaye, je te mets des grands coups de pied comme ça là, bam, et tu démarres pas. Bah ouais. Un peu dommage, et je pense que ça c'est une erreur. Et pourtant l'épisode n'a pas duré jusqu'à super tard, il s'est arrêté à 23h10, un truc comme ça, franchement il a pas fini tard. Et pour autant, bah c'est vrai que là je me suis dit, tiens, une journée de tournage pour rien, un peu étonnant. Moi je les aurais fait partir à l'épreuve immédiatement, surtout qu'il n'y a pas d'entraînement avant, et rien de tout ça, bah tu vois, il y aurait l'idée qu'on s'entraîne avant, ou que ce soit, pourquoi pas, mais là il n'y a rien, c'est une journée où il ne se passe rien. Je trouve ça con, en tout cas de mon point de vue. Et ils vont passer la nuit, et le lendemain matin on va découvrir que la cabane étanche ne protège pas assez du vent, voilà, et que bah, la pluie, ok, elle est bien, mais par contre, voilà, ils ont froid et ça pose problème. Moi, j'ai toujours dit que le truc le plus difficile pour moi dans Koh Lanta, c'est vraiment l'humidité, le froid, parce qu'on a l'impression qu'il fait beau, etc. Mais cette saison, il ramasse, hein, franchement, il fait jamais beau. Sur les épreuves, il fait jamais beau cette saison, c'est dégueulasse, il fait jamais beau. Enfin bon. On va passer donc maintenant, donc après quand même un temps assez long quand même, on va partir pour l'épreuve de confort. L'épreuve de confort, c'est un classique de Koh Lanta, c'est l'épreuve de la boue. Alors, épreuve de la boue qui permettait d'accéder donc à un confort dans lequel on pouvait aller voir un village, on pouvait aller manger, rencontrer des habitants, passer un moment avec des enfants, etc. C'est un confort qui vaut le coup, c'est un super confort qui donne envie. Alors, la victoire, elle est vraiment assez incontestable, il y a vraiment une candidate qui va particulièrement briller, c'est Naïs. Je ne vais pas vous parler des autres, je ne vais pas vous parler de performance, etc. On va juste parler de Naïs. Naïs, grâce à sa chevelure, elle ramène plus de boue que les autres, elle va plus vite, elle est très vite devant, on voit qu'à un moment elle est presque prête à pouvoir faire passer son seau. En fait ils ont mis une bascule comme ça pour valider que le poids était bon. Des fois vous savez, avant ils mettaient une balance comme ça et tu venais mettre ton truc. Là, en gros, c'est les candidats qui s'auto-évaluent. Oui, Denis, il devient feignasse avec le temps. Donc, il laisse la machine s'auto-évaluer tout seul. Et voilà. Et bon, parce que d'habitude, vous savez, il acte le temps parfois. Il vous donne un temps, puis il dit stop à tout le monde. Et après, vous avez un saut et les gens, ils viennent poser leur truc. Et dans ce cas-là, bah, le saut le plus lourd finit par s'imposer. Là, il y a même un côté un peu stratégique. C'est est-ce que tu perds du temps à ne pas mettre de la boue dans ton seau, quoi, et venir le poser, etc. Donc, je trouve que c'est une bonne transformation de cette épreuve. Moi, j'étais pas super fan quand ils faisaient des sortes de boules de boue, là, et qu'ils les envoyaient. Je trouvais ça pas terrible, mais bon, il y a des gens qui aimaient bien, pourquoi pas, mais moi, je trouvais ça pas fou. Donc, Naïs s'impose assez facilement, avec vraiment un parcours, alors, je vais pas dire idéal, mais en tout cas, voilà, elle surdomine. On voyait bien que les autres étaient pas du tout, parce qu'il y a même des personnes qui s'approchent avec leur seau juste avant que Naïs s'impose, alors que Naïs avait déjà la bascule qui était déjà un petit peu en train de bouger. Les autres, on voit, ils posent leur truc, le truc ne bouge même pas un tout petit peu. Donc Naïs était vraiment nettement devant. Et là, elle fait la catastrophe. Alors là, elle arrive, elle nous dit, il y a 3 candidats que j'aimerais bien choisir. Il y a Johanna, Jérôme le Catalan
ou Pierre-Marie? Alors, quand j'entends la liste des trois, je me dis, l'évidence, Naïs, l'évidence. Jérôme le Catalan, il est parti en confort il y a 2 jours. Johanna, elle est partie en confort il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Ils se sont mis un super confort. Elle n'a pas vu la gueule des entrecôtes, mais on l'a vu. Hein. Avec la saucisse, avec, je sais plus ce qu'il y avait, la purée, je sais plus trop. C'était énorme. Il y avait un gâteau au chocolat énorme. Il n'a pas oublié quand même. Donc, là, quand je vois la liste, je me dis, elle va choisir Pierre-Marie. C'est une évidence. Bah, quand tu vois la liste des 3, tu te dis, elle va choisir Pierre-Marie. En plus, à ce qui paraît, elle fait même une double erreur parce que elle aurait promis potentiellement d'utiliser Claire, de choisir Claire. Bon, ça on en reparlera après, parce qu'en fait, ça va être utilisé par Johanna. Mais on en reparle. Mais, mettons, elle pourrait choisir Claire, tu vois, ça marcherait aussi comme argument, pourquoi pas. Mais là, j'étais devant mon truc, j'ai dit, c'est pas possible. Elle se trompe. Elle va pas choisir Jérôme ou Johanna. Elle va choisir Pierre-Marie. Pierre-Marie ne l'a pas. Et en plus, Pierre-Marie a été ambassadeur, a vachement défendu la cause des Bleus lors des ambassadeurs. Je pense qu'en vrai, il le mérite. Pour moi, il n'y a même pas de débat. C'est même pas que j'apprécie bien Pierre-Marie, mais juste, il n'y a pas de débat. Stratégiquement parlant, il y a une évidence. Et là, elle nous sort Jérôme le Catalan. Jérôme le Catalan. Alors là, j'en revenais pas. Quand elle a dit Jérôme le Catalan, j'ai presque fait pause sur ma télé, j'ai fait Jérôme le Catalan. Et alors, bon bah coup de chance pour elle, entre guillemets, Jérôme le Catalan intervient et dit Naïs. Et tu sais presque, il renonce à son confort. Beau prince, pas moi qui vais le juger, hein. Beau prince. Franchement, il aurait pu aller bouffer. Bouffe pas. Mais en fait, il a juste fait preuve de bon sens. En fait, il a fait le choix qui semblait le plus évident. Et il arrive, il dit Naïs, moi j'ai mangé il y a 2 jours. Johanna, elle a mangé il y a 2 jours. Prends Pierre-Marie. Prends Pierre-Marie. Et donc Naïs, elle dit ok, bah je prends Pierre-Marie. Mais t'avais vraiment l'impression que c'était tellement évident que je trouvais que ça faisait passer Naïs pour. Je suis désolé peut-être grossier, mais pour une conne quoi. C'était pas comme ça, hein. Jérôme, ça se voyait que c'était pas, tu sais, pour rabaisser Naïs, pour lui dire, c'est vraiment, c'était généreux, mais c'était surtout presque du bon sens. T'as l'impression qu'il était là, il dit, Naïs, je suis allé au confort, prends Pierre-Marie. Et tu sais, tu vois, il a même pas débattu, quoi. Et donc là, Denis, il rebondit, il dit, Pierre-Marie, vous vous rendez compte de ce qu'a fait Jérôme pour vous? Évidemment, en plus, hein, je veux dire, voilà, il renonce à un confort, donc c'est vrai. Mais en fait, c'est juste du bon sens. Et donc là, il essaie d'en mettre un peu des pleines tartines, vous vous rendez compte, Jérôme, quel grand homme, etc. C'est très bien, évidemment, bravo, hein, c'est pas moi qui vais critiquer, mais un moment, quoi. C'est juste du bon sens. C'est juste, Naïs était en train de faire un mauvais choix. C'est ça la vérité. C'est même pas le choix de Jérôme qu'on valorise, c'est Naïs qui faisait n'importe quoi. Et donc je me dis même, mais Naïs qui serait parti avec Jérôme, si Jérôme n'avait pas eu la présence d'esprit de rattraper le coup, peut-être que l'épisode était complètement différent. Pierre-Marie revient, il s'est fait arnaquer 2 fois par ses alliés les plus fidèles, hop, il se retourne, là on sait qu'on avait peut-être potentiellement Johanna qui voulait lancer une strat contre Naïs, hop, on lance une strat contre Naïs, etc., et on fait une dinguerie. Mais là, finalement, Jérôme sauve le coup, quoi. Mais peut-être que ça aurait bien servi Johanna qu'elle se plante, quoi. Mais Jérôme sauve le coup. Bravo à lui. Et donc Pierre-Marie, il est super content et il s'excuse de comment il lui a parlé ces 2 derniers jours, qu'il était vraiment déçu et que ça montrait bien à quel point Jérôme c'était bien celui qu'il connaissait depuis le début, que c'était quelqu'un qui n'avait pas fait ça en pensant à mal, et que là il me le rend et que je le remercie et que si moi-même je gagne un confort, j'espère bien pouvoir lui rendre, etc. Enfin, en gros voilà, ils vont se plus ou moins faire la paix dans les conditions, mais voilà, c'est vrai que c'était particulièrement un choix débile, quoi. Vraiment, à la limite, il y aurait vraiment un argument fort. Mais même là, stratégiquement, ça va pas être utilisé. Ils vont pas parler de stratégie particulière. Peut-être tu pourrais avoir un avis, un truc, mais non, elle faisait juste une grosse connerie. Heureusement, Jérôme rattrape le coup. Parce qu'elle en reparlera pas après. Peut-être qu'elle aurait fait un autre choix, etc. Non, c'est juste. En fait, elle revient pas sur sa boulette. Pour moi, c'était une grosse boulette. Finalement, les candidats, pour information, la boue, qui était assez rouge, va teindre les cheveux en roux des candidats. Voilà, alors ils vont se laver les cheveux et on voit que les cheveux ne reviennent pas à leur couleur d'origine. Je crois que c'est la première fois que ça se produit, parce que d'habitude, même quand évidemment, hein, ils reviennent, ils sont tout colorés, mais ils vont dans l'eau de la mer et la coloration disparaît. Et là, Denis semble lui-même un peu surpris en voix off que la couleur ne part pas.
Alors bon, je sais pas, ça me rappelle rien des autres saisons. Alors est-ce qu'ils ont fait une erreur? Est-ce qu'il y a eu un problème? Est-ce que, je sais pas, dans la composition de la boue qu'ils ont fait? Enfin voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était assez spectaculaire parce que Claire, qui a les cheveux vraiment assez blonds, se retrouvait avec une couleur quasiment rouge, quoi. Enfin, c'était assez particulier. Et après s'être trempé dans l'eau, ça ne revient pas à la couleur d'origine. Donc le produit semble puissant. Donc bon, on verra ce que ça donne. Est-ce que dans le temps, après plusieurs baignades, est-ce que ça va partir? Est-ce qu'ils retrouveront leur couleur d'origine? Mais c'est vrai que c'était assez spectaculaire et assez marquant. Et à ce moment-là, Johanna, toujours dans cet esprit, comme je vous l'ai dit au tout départ, de vouloir s'amuser à faire de la stratégie, décide de faire croire que on en veut à Naïs pour le fait qu'elle n'ait pas choisi Claire alors qu'elle avait promis de choisir Claire. Mais en réalité, la cible, la véritable cible, c'est Gaëlle. Pour pas qu'elle se méfie, pour pas qu'elle sorte un collier d'immunité, etc., etc. Ce qui est une stratégie, pourquoi pas, intéressante, puisque Gaëlle en plus va trouver un collier d'immunité dans quelques instants. Mais bon, je me suis dit, là, Johanna, elle veut vraiment s'amuser, elle veut vraiment, et elle tente des coups. Sauf que là, son alliance, elle est quand même récente, elle est quand même nouvelle avec l'équipe des Bleus. Et là, elle s'attaque déjà à quelqu'un de bleu, donc déjà une Naïs. Alors même si stratégiquement c'est pour éliminer Gaëlle, mais finalement ce qui est retransmis aux gens, c'est que Johanna, elle est en train de faire une strat contre Naïs, et que peut-être son nom va être proposé, et quand Naïs va revenir, elle va dire « Oulala, on a proposé mon nom, ça me plaît pas trop », et c'est ce qu'elle va dire au conseil. Et même si c'était peut-être sans penser à mal, elle a dit « Oulala, là on en a une là qui commence à s'amuser, qui commence à vouloir nous mettre des bâtons dans les roues et à vouloir nous arnaquer, elle peut être dangereuse, ça se trouve faut qu'on la vire ». Et c'est ce qui va se produire. Et en fait, tout le long de cette séquence-là, on se dit, mais où est-ce qu'elle va, Johanna, en fait? Est-ce qu'elle est vraiment sûre de où elle va? Et on a l'impression qu'elle va, pour elle, j'ai l'impression qu'elle a le sentiment qu'elle a vraiment des alliés hyper solides et qu'elle peut se permettre ce genre de choses. C'est sûr que si tu as une alliance qui est hyper forte et que ton alliance, elle est solide, elle est là depuis longtemps, c'est vraiment tes meilleurs amis depuis le début de l'aventure et que tu vas lancer une stratégie comme ça, pourquoi pas? Je me souviens d'une saison avec Shanice notamment où elle avait fait son quatuor. Là, honnêtement, tu proposes au quatuor une stratégie comme celle-là. Oui, ils étaient hyper proches, hyper alliés, pourquoi pas? Là, c'est pas le cas. Ou même Amri et Meysa, quand ils discutaient, vous vous en souvenez, ils étaient hyper proches, hyper solidaires, hyper forts. Ok, pourquoi pas? Là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Il y a que Claire qui est une alliée hyper solide et qui d'ailleurs la suivra. Le reste, c'est encore un petit peu fébrile. Ça peut être friable. C'est l'Alliance Bleue qui compte. C'est un peu des pièces rapportées, ces filles. Donc, je pense qu'elles se rendent pas compte d'à quel point elles sont parties dans une direction qui est quand même assez difficile et assez préjudiciable. Et on va voir que ça va lui coûter cher. Mais donc Claire, pour information, va valider le semi-mensonge de Johanna, parce que ça peut être un argument qui pourrait être sorti, hein, ce que dit Johanna, pourquoi pas, hein. Et donc elle valide ça, et pour essayer de laisser un peu cette histoire se laisser en cours. Et Gaëlle, pendant ce temps, elle va essayer de se rabibocher avec Maxime. Alors Maxime, il va rester neutre, il va rester blanc, il bascule dans aucun côté pour le moment, il est plutôt là à dire... Écoute, moi j'ai pas un problème avec toi Gaëlle, j'ai un problème avec ce qui m'est arrivé, et donc je te rassure, t'es pas la coupable, et Louise d'ailleurs n'est pas la coupable idéale, c'est juste que là je me suis vengé sur elle, mais en réalité il pourrait même y avoir d'autres gens, etc. Et voilà, j'en tiens pas rigueur à une personne, j'en tiens rigueur à plusieurs personnes. Mais là pour le moment, je peux pas te donner mon accord pour pouvoir faire une stratégie avec toi, etc. Là aujourd'hui ça me semble trop flou, etc. En gros, il ne dit rien. Et Adrien, ça lui a été particulièrement reproché d'avoir une stratégie un peu comme ça. Pour Maxime, il semblerait que pour le moment, ça lui réussisse dans son cas. Et Maxime, là, qui sent qu'il y a peut-être une ouverture, peut-être relancer autre chose, lui, il va pas relancer une pièce sur Naïs, il va se dire peut-être que je peux relancer une pièce sur Pierre-Marie. Alors, déjà, il y a une idée, c'est que Pierre-Marie, il est pas présent. Et ça, les absents ont toujours tort. Quand vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. Et il se dit, comme ça me fait une double vengeance. Pourquoi? Parce que les deux ambassadeurs qui sont partis, eh bien, hop, je vire Louise, et ensuite je vire Pierre-Marie. Bon. Il le dit même, je veux faire le bordel. Donc là, on a deux candidats, Johanna et Maxime, qui ont envie un petit peu de mettre du piment dans cette saison et de renverser la table. Bon. Je vous parle pas trop du confort sur le marché, mais parce que franchement il s'est pas passé grand chose. On a découvert voilà qu'ils payaient pour avoir le wifi, etc. Il y avait des enfants, voilà, mais c'était pas, je trouve pas que ça nous a offert des séquences. Je trouve qu'on s'est fait globalement un peu chier, je suis désolé. C'était sympa certainement à vivre, tu vois, mais nous ce que ça nous en a ramené, rien du tout, donc j'ai rien à dire de particulier. Gaëlle part en forêt parce que bon la discussion avec Maxime n'a pas forcément tourné comme elle l'imaginait et elle cherche un collier. Elle a vraiment retourné toute la forêt et finalement elle finit par trouver un collier. Et là sur le papier, ça nous annonce, alors
c'est que c'est le collier de l'Est, ce qui sous-entendrait qu'il y a 4 colliers sur l'île, voilà. Et qu'il peut servir à se protéger, mais à protéger aussi quelqu'un de l'Est, uniquement. Ce qui veut donc dire que quelqu'un qui sort un collier, par exemple, dans les autres, bah, peut-être que c'est le collier du Nord, il peut se protéger, enfin on peut se protéger avec, mais on peut protéger aussi quelqu'un du Nord, etc. etc. S'il n'y a plus de candidat du Nord, bah, forcément le collier t'appartient. Est-ce que c'est ça qui va donner le plus grand coup de bluff? Tout de suite, ça a été la piste la plus explorée sur internet, je l'ai vu. C'est-à-dire, est-ce que ce collier va être donné à quelqu'un qui n'est pas du Nord, par exemple, pensant qu'il peut l'utiliser, il se sent en sécurité, il sort le collier, et là le mec lui dit: écoute, ce collier ne fonctionne pas pour toi, puisqu'en réalité, tu n'es pas du Nord. Et bam, la personne dégage. Je pense que c'est effectivement une théorie qui fonctionne. Est-ce que ça serait le plus grand coup de bluff de l'histoire de Koh-Lanta? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est certainement le coup le plus logique par rapport à ce qu'on voit. Alors effectivement, il nous avait dit qu'il y avait des pouvoirs inédits. Alors si c'est ça les pouvoirs inédits, bah en gros ça veut dire qu'on a, tu sais, ils sont zonés, tu sais, c'est comme les DVD ou des choses comme ça qui étaient zonés. Mais voilà, bon. J'ai pas trop d'avis pour vous donner un ressenti sur est-ce que ça me semblait intéressant ou pas. Moi j'ai trouvé que c'était pas très intéressant comme nouvelle règle. Mais bon, si ça offre l'opportunité d'avoir ce plus grand coup de bluff, ça se trouve, je vais revenir sur ma position et vous dire que c'était super. Parce que c'est vrai qu'effectivement, si ce collier est donné à quelqu'un qu'au final il peut pas s'en servir, et qu'il y a un peu ce côté de je t'ai donné un collier, mais ce collier ne peut pas te servir, parce que machin, et là la personne tombe des nues, et donc tous les votes qu'elle pensait annuler au final sont bien contre elle. Mais que deviendrait ce collier? Est-ce que c'est un collier qui devrait abandonner? Enfin voilà, ça me semble pas si masterclass que ça. On verra sur pièce, mais c'est peut-être effectivement ce coup de bluff qui va être tenté. Finalement, Gaëlle, elle, se pose la question de éliminer potentiellement Johanna, qui n'est pas quelqu'un de fiable et qui les a déjà trahis. Et elle se dit, il n'y a pas besoin d'avoir 100 millions de personnes, il suffit juste d'avoir 5 personnes pour voter avec moi et je peux l'éliminer. À ce moment-là, on va avoir le portrait de Pierre-Marie qui revient du confort. Alors voilà, il tient beaucoup à son village dans lequel il est né, il a grandi, il fait de la joute nautique, ça on l'avait déjà vu, c'est un chef d'entreprise qui travaille dans le bâtiment. Et alors moi, je vous ai dit tout le bien et les louanges que je faisais sur le portrait de Louise, qui est, je le répète, le plus beau portrait qu'on a jamais vu dans l'histoire de Koh-Lanta. Celui-ci par contre, c'était terrible, je suis désolé pour Pierre-Marie que j'apprécie beaucoup, mais ça se voyait que c'était appris par cœur, c'était pas du tout naturel, c'était chiant comme portrait. Ça se voit que ça sortait pas naturel, je pense qu'il en fait, il a répété plusieurs fois, ils l'ont fait redire. Et franchement, ça se voyait que ça faisait robot quoi. Je sais pas s'il s'en est rendu compte, mais moi je trouvais que c'était malaise. Ça se voyait que c'était pas naturel. Évidemment, ces portraits ils sont pas super naturels, mais là ça faisait vraiment pas humain presque. Tu sais, je vais pas dire c'est un peu violent, mais qu'une IA aurait pu faire mieux, mais franchement, honnêtement, c'était prononcé d'une façon. Ça sentait que c'était pas fait naturellement. J'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé que c'était un portrait mauvais, pas dans ce qu'on nous a montré de cette personne, là ça n'a rien à voir, mais je trouve que dans la façon dont il a raconté son histoire, je vous encourage à aller réécouter ça, vous allez voir, ça fait très leçon récitée et appris par cœur et plat quoi, et franchement c'est pas génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Il y a la nuit, pardon, et le lendemain matin, il y a des remarques et des critiques sur Johanna, parce qu'elle a utilisé trop de bois pour rallumer le feu et pour entretenir le feu. Johanna se plaindra le lendemain matin d'ailleurs que le feu n'est pas dans l'état dans lequel elle l'avait laissé la nuit, et qu'ils font n'importe quoi avec le feu, etc. Bon. J'arrive pas à juger suffisamment pour savoir qui a raison quand on voit les braises. Effectivement, il y a des braises. Effectivement, on sait que ça consomme beaucoup de bois de vouloir absolument garder de la flamme et que juste une braise peut permettre de faire redémarrer. Maintenant, quand on sait le haut taux d'humidité qu'il y a sur l'île, je peux comprendre que quand on a vécu, je veux dire, notre ami Johanna s'est occupée du feu sur la totalité de l'aventure depuis le départ, elle a été suffisamment remarquée par Jérôme le militaire. Jérôme le militaire, il a perdu 3 fois le feu. Je peux comprendre qu'il y ait une forme un peu de psychose de s'il y a que des braises, ça peut un peu mal tourner. Voilà. Donc est-ce que je lui en veux totalement? Moi j'ai trouvé que c'était un petit peu oh là là, elle consomme tout notre bois et ça faisait un peu feignasse. En passe pour nous, ça faisait un peu feignasse. Ça faisait un peu on critique Johanna. Ça fait plusieurs fois que Johanna est critiquée pour le fait qu'elle soit active sur le camp. Moi, ce que je maintiens, c'est que Johanna n'est pas une pète-couille. Attention, je parle un peu grossièrement, mais elle n'est pas là à dire « Ah, les autres ne font rien et je leur en veux ». Non, elle fait des trucs, elle demande rien à personne. Elle demande rien à personne. Donc, à la limite, elle serait pète-couille. C'est-à-dire qu'elle se lève le matin, elle fait « Oh, le feu, machin, etc. » ou je sais pas trop quoi. Là, au final, elle l'a pas fait, elle l'a juste fait pour nous. Mais
Enfin, elle l'a fait d'ailleurs parce qu'on l'a critiqué, donc elle a dit marre, j'en ai marre. Mais je peux comprendre. Et là-dessus, c'est vrai que cet argument sur Johanna, qui est pas la candidate que je préfère, mais sur la survie, sur ce qu'elle fait, sur les actions, machin, sur le fait qu'on la voit trop ou je sais pas trop quoi, j'étais déjà pas fan. Je trouve que je suis toujours pas fan. Voilà. Je suis désolé, ça ne fonctionne absolument pas sur moi. Finalement, elle dit même d'ailleurs, si la prochaine fois, hein, je reste couché, moi je m'occupe pas du feu et il se démerde. En vrai, je comprends Johanna. Alors ça fait un peu boudeuse, mais je comprends un peu Johanna. Céline et Noémie vont être rassurées par Gaëlle parce que elle va leur dévoiler qu'elle a un collier d'immunité. Alors pour moi, il fallait le dévoiler à personne. Pas à ce stade-là. Pas à ce moment-là. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Là, on n'a même pas encore passé l'immunité. C'est trop tôt. Imagine, tu gagnes l'immunité, Johanna. Pas Johanna, excusez-moi, Gaëlle. Tu gagnes l'immunité. T'as pas besoin de révéler que t'as un collier. Parce qu'elles seront rassurées automatiquement parce que t'as un totem d'immunité. T'as un collier, enfin t'as un totem d'immunité qui te protège. Donc, le dévoile-le après. Là, pour moi, elle le dévoile à un instant qui me semblait pas particulièrement propice. Alors, il y a peut-être une raison qui fait qu'elle s'est dit que c'était le cas, c'est que là, les deux sont réunis. Et si vous regardez, on a l'impression qu'il n'y a pas trop de monde. Pourtant, elles sont un peu sur le camp, donc c'est quand même pas super discret. Mais elles sont là et je pense qu'elles tentent l'occasion peut-être de leur dire. Et peut-être qu'elle se dit aussi, je me suis un petit peu renfermé sur moi-même au début de l'épisode, ça va me permettre de raccrocher un peu les wagons avec le groupe. C'est peut-être pas si idiot que ça. Mais c'est vrai que pour moi, je pense que le timing, j'aurais pas fait comme ça. Bon. On part donc pour l'épreuve d'immunité. Ce que je vous expliquais au tout début de l'épisode, c'est que je l'avais pas, moi, détesté cet épisode. Alors, comme je vous l'ai dit, je me le suis fait faucher à cause du manque de suspense. C'est-à-dire que pour moi, à partir du moment que l'épreuve d'immunité est passée, globalement, c'est vrai que je me suis un peu fait chier. Mais je me suis fait chier parce que je savais déjà où on allait. Mais, qu'est-ce qui a fait que je l'ai pas détesté? C'est l'épreuve d'immunité. J'ai beaucoup aimé. Je suis pas fan des épreuves statiques. Mais quand ils sont pas nombreux, je l'ai déjà dit. Là, ils sont très nombreux. Ils sont 11 candidats. 11 candidats, c'est beaucoup. Et donc, sur l'épreuve d'immunité qui est proposée, donc c'est une épreuve de surf, où en gros, ils doivent tenir avec une corde, une boule qui tient sur un plateau tournant, enfin un plateau qui bouge, quoi, entre guillemets. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, moi je me comprends, donc il faut le garder bien à plat. Et il faut et en plus ils sont alors au début complètement à plat et puis après l'épreuve va se complexifier, ils vont être légèrement désaxés puis encore plus légèrement désaxés, puis on va leur demander de tenir finalement avec une seule main, etc., etc. Bon, donc il y avait un peu le côté poteau parce que on te fait par étapes, on t'enlève des trucs, on te rend les choses plus difficiles, il y a de moins en moins d'espace. Là c'était le côté on bouge les choses. Je sais pas si c'est une épreuve de Survivor d'ailleurs, parce que c'était une nouveauté, mais peut-être que évidemment c'est une épreuve peut-être des émissions américaines ou des émissions des autres endroits sur la planète. J'ai trouvé moi que c'était plutôt stylé, plutôt cool, c'était assez visuel, ça pouvait aller assez vite, on voyait bien la boule positionnée, on voyait bien comment ils jouaient, enfin moi j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne épreuve sur le papier, et puis en plus donc au départ ça tombe assez vite, donc la première qui va tomber, en plus il va y avoir la pluie etc, ça va rajouter un petit peu avec du vent aussi. La moins bonne aura un vote contre elle et donc ça sera Johanna, ce qui va pas faire ses affaires évidemment. Je me suis dit tiens, là c'est déjà pas bon signe, mais comme je vous l'ai dit j'étais un peu malheureusement trop informé. Après 30 minutes, donc ils vont changer l'axe. Ensuite, ils vont encore changer l'axe. Et moi, j'avais l'impression que ça allait assez vite. C'est sûr que les poteaux, quand vous regardez, ça dure des heures. Là, pour information, le dernier level où ils étaient à une seule main, c'est après 1 heure d'épreuve. Comme si Denis avait l'air pressé. Alors je sais pas pourquoi, mais il avait l'air d'en avoir ras la casquette, notre ami Denis. Pourtant, à un moment, il va dire bravo les candidats, franchement, là, vous êtes exceptionnels, etc. Mais tu avais l'impression qu'il avait un bus à prendre. Bon, écoutez, ça, en tout cas, il a eu envie que ça avance vite. Et on se retrouve donc avec 3 candidats à la fin, 3 garçons, Maël, Jérôme le Catalan et Pierre-Marie. À ce moment-là, je me dis tiens, je sais pas qui va gagner, j'ai pas trop de pistes. Finalement, Jérôme le Catalan, qui avait l'air super à l'aise, il tombe, vraiment il est dégoûté, ça se voit que je pense qu'il s'est dit dans sa tête je peux gagner ce truc là, je peux le gagner, je serais trop content, et ça ne suffit pas. Donc il reste Maël et Pierre-Marie. Maël dont on avait déjà vu des qualités,
indéniable sur certaines épreuves, notamment le parcours du combattant où moi j'en espérais pas tant et au final il avait été très bon. C'est un peu une révélation de cette partie-là de l'aventure. Et donc là il arrive en mano à mano avec Pierre-Marie. Pierre-Marie dont les capacités sur les épreuves m'ont jamais particulièrement enthousiasmé. J'aime bien ce candidat mais ça m'a pas particulièrement enthousiasmé. Et finalement il s'impose. J'étais hyper content pour lui, ça se voyait qu'il avait vraiment envie de gagner, il était trop content. Est-ce que, c'est là que je me dis, avoir diffusé son portrait était une bonne idée, parce que pour moi, vu qu'ils avaient diffusé son portrait, je me suis dit tiens, Pierre-Marie a pas fait des trucs non plus incroyables sur cet épisode, s'il nous le diffuse, c'est peut-être qu'il va gagner. Et ça m'a un peu mis dans l'esprit qu'il allait gagner, et pareil, je me suis un peu fait faucher le fait que Pierre-Marie allait gagner, parce que je m'étais mis dans ma tête, tiens, ce portrait il est peut-être pas là par hasard, et Pierre-Marie effectivement remporte bien cette épreuve. Mais j'ai trouvé que l'épreuve était pas mal. Mais je le redis, les épreuves statiques comme les poteaux, c'est chiant. Mais c'est chiant parce qu'ils sont que 3. Une fois qu'il y en a un qui est tombé, il en reste plus que 2. Une fois que le deuxième est tombé, l'épreuve est finie. Là, ils sont 11. Donc comparons ce qui est comparable. Il y a 11 personnes qui tombent avant qu'il y ait juste le mano à mano à 2. Et regardez en termes de tournage, le mano à mano, quand ils étaient plus que 2 ou 3, ça a duré peut-être 3 minutes à l'écran. Nous, sur les poteaux, quand ils sont 3, ça dure qu'un quart d'heure, 20 minutes parfois. C'est hyper long comme montage. Tu peux pas rendre ça dynamique. C'est impossible. En plus, il n'y a pas de gens qui tombent régulièrement, etc. Donc on se fait chier. Là, c'est pas le cas. Même si c'est une épreuve statique. Mais les épreuves statiques, oui. Mais quand il y a beaucoup de monde, ok. Quand il n'y a que 3 personnes, on se fait chier. Bref, je vais pas revenir là-dessus. Vous savez que j'aime pas les poteaux. Je déteste ça. Voilà. Parlons pas de sujets qui fâchent. Donc finalement, Pierre-Marie s'impose. Et on arrive sur le camp. Et là, on va discuter stratégie. Ça va être très rapide, on va faire très simple. En gros, il y a le prénom de Johanna qui est dans la bouche de tout le monde. C'est-à-dire que Johanna est le seul qui est un petit peu dans une voie discordante. Parce qu'il aurait donné sa parole à Johanna de ne pas voter contre elle par le fait qu'il l'estime. Et il l'a toujours estimé depuis le départ. C'est notre ami, attendez, c'est Jérôme le militaire, excusez-moi, qui s'était retrouvé plusieurs fois dans une situation dans laquelle il a dit elle est active sur le camp, elle fait plein de choses. Voilà, il l'a vachement valorisé. À chaque fois qu'il avait pu, il a toujours dit du bien. On peut pas lui reprocher, on peut pas lui dire qu'il a menti. C'est pas un mec qui ment. Et alors après, là, par contre, la parole de « je voterai jamais contre toi », ça n'a pas été montré à l'image, pardon. Donc ça, on verra, parce que si par exemple, mettons, Jérôme le militaire finit par aller jusqu'au bout, et tu vois, il se retrouve dans les 2 derniers, est-ce que Johanna, là, au jury final, lui dira « Jérôme, tu m'avais promis de ne pas voter contre moi », alors ça n'aurait rien changé parce qu'il y a unanimité, hein. Mais est-ce qu'elle va lui sortir ou pas? On verra. Mais il n'y a pas eu de plan de coupe, tu sais, le fameux, on appelle la VAR, comme ça, là, comme on a eu dans Les Traîtres, il faut suivre le Review Universe, on a eu la VAR, comme ça, dans le dernier épisode des Traîtres, où Eric Antoine nous a montré une image précédente pour montrer la vérité. Là, dans Koh-Lanta, on aurait pu avoir un peu la même chose, c'est est-ce que Jérôme a vraiment dit ça ou pas? J'ai pas souvenir, moi, qui lui ai dit qu'il n'avait pas voté contre elle. Après, qu'il l'estime, ça c'est clair. Et là, pour moi, Jérôme, je lui en veux pas. Hein. Peut-être que certains pourraient se dire, oh, il allait au parjure, etc. Il y a unanimité, les enfants. Hein. Il y a unanimité. Il n'y a que Claire qui n'a pas voté contre Johanna. Donc, Jérôme, s'il ne l'avait pas fait, ça le marginalise. Et c'est pas le but. Johanna, c'est condamné, quoi. Donc, à un moment, bah là, voilà, ça discute pas mal. Johanna... elle est toujours sur sa piste de potentiellement vouloir pousser que les candidats votent contre Naïs, et donc elle retourne son alliance d'origine, enfin sa nouvelle alliance en tout cas qui venait d'arriver avec les Bleus. Naïs la prend, hop, tout le monde se retourne, et finalement on part avec ça, et on part pas avec un énorme suspense. Et d'ailleurs ce qui va se dire sur le camp, enfin sur le feu de camp quoi, entre guillemets, pour pouvoir voter, est pas super intéressant. Ils vont juste te dire que Johanna est très active, etc. Mais on sent un petit peu que c'est les derniers propos avant qu'elle meure. Et puis bah finalement, Johanna, lui, a 11 votes contre elle, même Jérôme le militaire, et il reste 2 votes contre Naïs, qui sont les votes que l'on va voir dévoiler, c'est-à-dire Johanna et Claire. Le reste, c'est unanimité, puisqu'il y a le vote noir, il y a le vote contre elle, etc. C'est pour ça qu'on arrive à 11 votes contre elle. Il y avait 2 votes supplémentaires que le nombre de participants. C'est une unanimité, à part Claire, d'ailleurs Claire qui se retrouve paradoxalement un peu marginalisée, évidemment, parce que bah, elle se retrouve toute seule. Mais Johanna s'en va. Alors Johanna a plutôt fait bonne figure, elle est partie, elle a joué son jeu, voilà. Et je pense que Johanna, elle avait une meilleure carte à jouer, à peut-être un peu lever le pied. Surtout qu'on a vu dans la bande-annonce du prochain épisode, qui n'aura pas eu la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, que ça allait être les épreuves des binômes, et que là, ça pourrait offrir des opportunités de stratégie super intéressantes si justement les binômes sont un peu cassés et que c'est un peu le bordel. Alors que là, peut-être que là, c'était pas le moment favorable de retourner la table là, alors que la table venait à peine d'être construite. Je pense que c'était pas une super idée. Je sais que c'est très Survivoresque ça. Dans Survivor, ils changent de stratégie tous les épisodes.
t'as des mecs qui viennent te voir et qui te disent bon, ce Milk là, je vais lui faire un blind sign, tu vas voir, on va sortir, on va machin, etc. Dans la culture de Koh-Lanta en France, c'est pas vraiment le même esprit. Et pour une raison, c'est parce qu'à la fin, le candidat qui gagne, c'est le candidat le plus populaire. Et le candidat le plus populaire, c'est pas le candidat qui a fait tous les coups de crasse du monde. Alors que dans Survivor, c'est l'inverse. C'est le candidat qui a fait le plus de coups de crasse, qui a été le plus dégueulasse, qui a été le plus... de toute façon, c'est pas un jugement de valeur, hein, mais qui... a le plus joué pour gagner, et c'est-à-dire pour éliminer ses adversaires et en faisant les plus gros coups, c'est lui qui gagne à la fin. C'est un peu le côté à la récompense au plus chiant. Enfin, et là, dans la Koh-Lanta, c'est jamais trop le cas si vous regardez. C'est plutôt le candidat qui sont... Alors, ça veut pas dire qu'il faut se cacher, on peut gagner en ayant été un petit peu stratège, etc. On se souvient de Frédéric notamment, mais il faut le faire intelligemment, il faut le faire pas forcément toujours gratos, juste pour se marrer, quoi. Il faut vouloir le faire avec quelque chose qui se justifie et que les gens peuvent comprendre pourquoi. Et que même tes alliés puissent comprendre, parce que ça c'est super important. Que les alliés que tu as, ils comprennent pourquoi tu fais ça. Et là, elle n'a pas d'alliés qui comprennent. Donc c'est mauvais, pour moi c'est un mauvais coup. Et donc Johanna s'en va. C'est dommage parce qu'elle nous a apporté beaucoup de stratégies dans cette saison et j'ai peur que la saison tombe un peu parce que là on a beaucoup de candidats qui sont un peu tranquilles. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas détesté cet épisode, je me suis fait faucher par le spoil, mais j'ai pas trouvé que c'était un épisode horrible. C'était un épisode très moyen, voilà, très moyen. Pour une saison, pour l'instant, qui oscille, parfois c'est bon, parfois c'est un peu moins bon. Mais j'ai trouvé que l'épisode, vu qu'il n'a pas fini super tard aussi, je l'ai pas senti trop passer. On a quand même eu 2 épreuves, une bonne épreuve que moi j'ai aimé. Donc voilà, mais dites-moi vous dans les commentaires, parce que ça m'intéresse pour savoir si vous avez pas du tout aimé ou aimé. Moi voilà, je peux pas vous dire que je l'ai détesté, je peux pas vous dire que je l'ai adoré, c'est pas un super épisode, mais c'est un épisode correct de Koh-Lanta. L'épisode des binômes dans 2 semaines sera, je pense, un moment assez intéressant si les binômes sont bien composés. Petite remarque à ce point, donc la semaine prochaine il n'y aura pas la review de Koh-Lanta puisqu'il n'y a pas Koh-Lanta, puisque Emmanuel Macron fait une déclaration, donc voilà, si vous ne l'avez pas vu ou si vous avez raté, que vous avez quitté avant le générique de fin et que vous n'avez pas l'info, bah tout simplement voilà, le président de la République fait une émission sur TF1 avec Gilles Boulot et donc nous n'aurons pas Koh-Lanta, donc nous nous retrouverons pour ceux qui suivent uniquement les reviews de Koh-Lanta dans 2 semaines sur la chaîne. Donc bah, ça vous laissera rattraper la vidéo sur le petit All-Star que j'ai fait il y a 2 jours, hein, si jamais vous l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller la voir, elle est très cool, j'ai eu plein de retours super positifs. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Si la vidéo vous a plu, tu likes, tu t'abonnes, tu partages, évidemment tu commentes tout ce que je viens de te dire pour savoir si tu as aimé cet épisode, quels sont tes candidats favoris du moment, etc. Bref, dis-moi tout ça, ça m'intéresse. Et on se retrouve nous très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!